Moi, je suis Michel et puis je suis le petit-fils de Gaston et Madeleine Thibault qui ont construit cette maison après la guerre. Moi, je suis Marie et je suis la compagne de Michel. Et je suis tombée absolument amoureuse de cette maison quand Michel m'a emmenée pour la première fois, après m'en avoir énormément parlé pendant quelques années. Il m'a amenée pour la première fois ici et connaissant toute l'histoire. J'ai découvert cette maison, je ne savais pas que c'était une baraque de réfugiés. Je savais que c'était une maison que le grand-père avait construite en bois et qu'il avait récupéré les planches à gauche et à droite, mais j'ignorais d'où elle venait et peu à peu j'ai découvert toute son histoire. Son histoire, c'est une maison qui a été construite pendant la guerre dans l'Oise. En fait, c'est deux maisons. Et le grand-père en a acheté deux maisons dans l'Oise qu'il a fait transporter, qu'il a fait démonter, transporté par train jusqu'à Lorient, puis en camion jusqu'à Lomner et de Lomner à ici en charrette. Et après, il a remonté ici, avec deux maisons, il en a fait une. Il a refait lui-même. Et les plans, il a dû les faire lui-même, vu que c'est tout tort de tous les côtés. C'est, euh, Ça a été fait sans niveau ni fil à plomb, quoi, à l'œil. Mais bon, à l'époque, on voyait la mer là-bas, alors ça peut-être ça lui servit de niveau, je sais pas, mais c'est comme ça, quoi. Ce que j'aime bien dans cette histoire, parce que c'est comme une légende en fait, c'est vraiment, elle est mythique cette maison. Ce que j'adore, c'est que quand tu racontes, ton grand-père disait que bon, bah, il a amené ces deux préfabriqués qui arrivent d'abord en train, puis en camion, et puis qui sont chargés par une charrette sur le petit port de Lomner, là, qui est à 10 minutes à pied, et qui arrivent ici c'était des chemins de terre en fait. Hein. Et tous les paysans du hameau, puisque c'était des fermes ici, hein, c'était une grande ferme en fait. Donc voilà, qui devait avoir pas mal de commis et de personnel. Et donc ils étaient tous là à regarder cette maison. Puis ils ont donné un coup de main, puisque c'était la charrette des fermiers, évidemment, qui a transporté le préfabriqué en plusieurs voyages, j'imagine. Et ils ont donné un coup de main, oui. Puis il le disait d'ailleurs, Mintec, là, qui vit toujours, il disait que tout le monde avait donné un coup de main. Et que le grand-père, en fait, il venait là pour vivre sa retraite. Et il disait clairement qu'en fait, il n'avait pas du tout l'intention d'en faire un héritage. En fait, il disait que cette maison devait vivre son temps à lui, c'est-à-dire elle devait l'abriter, les abriter, lui et sa femme, jusqu'à la fin de leur jour. Point barre. Et en fait, ils sont morts maintenant depuis. En 76, Ils sont morts oui, dans les années 75-76. Et la maison continue à vivre avec il y a eu ses enfants, ses filles, et puis ses petits-enfants, et même sont venus ses arrière-petits-enfants, puis bon, bah, moi, les enfants qui viennent aussi, et mes propres petits-enfants. Donc derrière lui sont passés déjà une, deux, trois nouvelles ouais. générations. C'est fou. Et à chaque fois qu'on vient, les gens sont étonnés qu'elle tienne encore. Et c'est vrai que ça tient encore. Bon, mais c'est un endroit où le hameau était abrité des tempêtes. Et là, il y a eu des maisons qui sont construites en plus de vent, plus des arbres. Et c'est vrai qu'elle est très abritée. Et heureusement, parce que cette ramasse serait par terre depuis longtemps, quoi. Au départ, ils voulaient en dur, mais étant donné que l'Orient était complètement rasé, les gens qui avaient l'autorisation de construire en dur, c'était les gens qui avaient leur maison qui avait été démolie, qui pouvaient acheter des matériaux. Autrement, on ne pouvait pas acheter de matériaux à cette époque-là pour construire. Donc, il s'est rabattu sur une maison de réfugiés. Après, c'est ma tante et ma mère qui l'utilisaient comme ça, hein, en résidence secondaire. Et puis nous, la famille qui venions, et puis les amis aussi. Donc les amis de ma tante, de mes parents,
Et puis, des fois, les nôtres, d'ailleurs. Et puis après, ma mère a vendu à ma tante sa part, parce que ça faisait 8 personnes à hériter si elles disparaissaient, toutes les deux. Donc partager ça en 8, ça aurait été très compliqué. Donc il a été décidé que ce soit ma tante qui achète. Donc c'est elle qui est propriétaire avec mes cousines. Et puis elle nous autorise gentiment à venir passer, à s'en servir, à venir quand on veut. Bon, on paie l'électricité, l'eau et tout ça quand même. Mais voilà, donc en fait... Et tu bricoles. Et puis moi, je leur rafistole. Vraiment, c'est du rafistolage, quoi. C'est pas autre chose. Parce que je sais qu'il y a une cousine qui va vouloir l'acheter et la démonter pour construire autre chose qui est plus fonctionnel pour elle. Donc, je vais pas faire des gros travaux là-dedans, quoi. Je fais du bricolage pour que ça tienne. Et tous les ans, quand on arrive... Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut la bricoler, ouais. Sans avoir peur de casser quelque chose, quoi, parce qu'on ne fait que renforcer. Mais bon, à partir du moment où il ne prend pas l'eau, ça tient. Tous les ans, quand on arrive, les voisins disent « Elle tient encore debout, la baraque !» Et tout le monde l'appelle la baraque. Et je ne savais pas pourquoi je pensais qu'on l'appelait la baraque, parce que c'est une baraque, elle est moche, quoi. Et en fait, c'est là j'ai compris que c'était une baraque de réfugiés, quoi. Elle tient encore debout. Oui. Non, puis on est bien dedans. Et moi, quand la cuisine va démonter, moi, j'ai plus envie de venir, quoi. Parce que moi, ce qui m'attache ici, c'est justement la baraque, l'intérieur, qui me rappelle mes grands-parents, qui me rappelle des souvenirs d'enfance, parce que je venais passer mes vacances ici. Mais autrement, venir ici pour être dans une maison normale, ça ne m'intéresse pas du tout. À ce moment-là, si je veux venir en Bretagne, je peux louer ailleurs, où je connais moins la Bretagne ailleurs, pour découvrir d'autres endroits de la Bretagne. Et ça tient. C'est ça qui est rigolo, c'est que on voit que c'est quelqu'un qui ne savait pas construire, qui n'était pas maçon, qui n'était pas... mais qui a monté sa baraque et puis sa maison, et qui tient encore. C'est ça qui est super, quoi. C'était une vente aux enchères. Au départ, il en avait vu une qui lui plaisait, qui avait une terrasse. Et quand il est arrivé le jour des enchères, elle était vendue, déjà. Donc, certainement avec des dessous de table, parce que c'était des enchères un peu bizarres, certainement. Et donc, plus qu'il en avait, ça lui était passé sous le nez, celle qu'il voulait, il en a acheté 2. Et avec 2, il a fait celle-là, et plus les agrandissements qui allaient là, qui sont là. Et devant, il y avait un garage. Parce qu'il avait une voiture, il avait son garage devant. C'est des baraques allemandes qui ont été construites, que les Allemands ont construit dans la région de Beauvais, hein, dans l'Oise, pour se faire bien voir de la population de ce qu'ils avaient détruit, quoi. Est-ce qu'il y a une histoire sympa, amusante, quelques histoires d'anecdotes qui se sont passées ici, qui sont vraiment relatives à la baraque ? Ouais, l'histoire d'Odile quand même, parce que c'est toute cette histoire de guerre, de cette maison allemande qui est récupérée. Donc les Allemands arrivent, là, ils construisent ces baraques. Les Allemands s'en vont puisque finalement la France reprend le terrain. La baraque est démontée, arrive la baraque allemande ici. Le grand-père l'a reconstruit et quand elle est terminée et que la famille l'inaugure en présence des enfants et des petits-enfants, c'est la plus jeune des filles, l'aînée, au contraire, l'aînée des petites filles qui va être chargée de porter le bouquet sur le faîte du toit, voilà, pour l'inaugurer selon la tradition. Et il se trouve que quelques années après, eh bien cette fille qui doit avoir dans les 5-6 ans à l'époque, par là, quelques années après, eh ben, elle se marie avec un Allemand.
Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, ce va-et-vient, en fait. Parce que le grand-père, il voulait plus voir les Allemands. Hein. À peu de guerre, ça lui avait... Pourtant, il a acheté une baraque allemande. Et pourtant, il a acheté... Oui, oui. Et oui. Et l'histoire continue, parce que, quand même, dans les gens qui adorent cette maison, alors il y a nous qui venons en hiver, il y a la sœur de Michel qui venait régulièrement en été avec ses enfants, et les petits-enfants sont venus aussi. Et maintenant, eh bien, dans ceux qui viennent et qui réparent la maison, les bricoleurs, les gens qui béquillent et qui manient le sparadrap, le scotch pour tenir... Et les planches pour permettre à la maison de tenir debout. Il y a Michel, et puis il y a le fils d'Odile, donc la petite fille qui a monté... franco-allemand. Voilà, le bouquet de fleurs sur le toit. Sébastien, c'est lui qui vient ici, qui amène sa grand-mère, enfin qui amenait jusqu'à il y a quelques années encore, puisque maintenant elle a 102 ans et elle dit qu'elle ne viendrait plus, mais c'est lui qui l'amène, donc il est allemand de nationalité. Qui répare et c'est aussi. lui qui répare. C'est toi, et lui et toi, oui. Vous êtes les deux bricoleurs attitrés de la baraque. C'est mignon comme histoire, je trouve. Il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas l'eau à Kerlavrette. Il n'y avait pas... je ne sais pas s'il n'y avait pas l'électricité. Enfin, moi, quand j'étais petit, il y avait l'électricité ici à Kerlavrette. Mais lui, il n'a jamais voulu l'électricité parce qu'il avait peur de l'électricité. Il ne voulait pas que ça mette le feu à la baraque. Et l'eau, il avait une citerne qui récupérait l'eau de toit. Et puis, on allait chercher aussi l'eau à la fontaine, dans des jerrycans. Et puis, pour l'eau, la grand-mère était très, très pénible. Donc, il lui achetait de l'eau Vittel. Et quand il avait oublié de mettre de l'eau Vittel, eh ben, il mettait de l'eau de source et puis il disait, il s'en apercevra pas, de toute façon, c'est de l'eau. Voilà, donc il n'y avait pas d'eau. Donc, et l'eau, c'est mes parents qui l'ont mise. L'eau et l'électricité, c'est mes parents et ma tante qui l'ont mise au décès de mon grand-père. Parce que lui, il n'en voulait pas, il ne voulait pas entendre parler. Il y avait des lampes à pétrole partout. Par contre, nous, quand on était enfants, on n'avait pas le droit de lampes à pétrole. Hein. On ne trimballait pas les lampes à pétrole. Il nous a mis dans la chambre et soufflait la lampe à pétrole et puis terminé. Extraction des feuilles jusqu'au lendemain matin. On peut comprendre. D'autant plus que les matelas, puisqu'on venait l'été, les matelas, ils nous faisaient aller chercher couper de la fougère, et on remplait des sacs de fougère, des sacs qui nous servaient de matelas. Comme ça, si on pissait dedans, au moins, il y avait que la fougère à changer, c'était nickel. Mais ça sentait bon. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien ces odeurs-là.